Après notre rupture, ma famille n'a pas seulement soutenu mon ex, elle l'a complètement intégré. On m'a proposé d'assister au réveillon de Noël à une condition humiliante, alors j'ai décidé de cesser de faire semblant. 4 jours plus tard, j'ai pris une décision qui a tout fait s'effondrer. La première à supplier a été ma tante. S'il te plaît, dis-nous simplement ce que tu cherches. Je m'appelle Denis, j'ai 32 ans et jusqu'à Noël dernier, je croyais que ma famille, malgré ses défauts, était solide. Je pensais que son dysfonctionnement était de ceux que l'on tolère avec résignation parce que, au final, c'est la famille. Cette illusion s'est complètement effondrée après ma séparation avec Justine. Nous étions ensemble depuis près de 6 ans. Ma mère avait l'habitude de l'appeler la fille qu'elle n'avait jamais eue. Mes cousines l'invitaient à des week-ends au spa et à des soirées entre filles. Elle s'intégrait si bien qu'elle semblait être la pièce manquante du puzzle familial, une absence que personne n'avait remarquée auparavant. Alors, quand nous avons rompu, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde se range de mon côté, mais je n'imaginais pas non plus qu'il me tournerait le dos. De l'extérieur, notre rupture ne semblait pas être un drame. Il n'y a eu ni infidélité ni cri. C'était une usure émotionnelle progressive. Justine désirait avoir des enfants tout de suite, et moi, je n'étais pas encore sûr d'en vouloir. Nous avons suivi une thérapie de couple, beaucoup parlé, nous sommes disputés, avons pleuré jusqu'au jour où elle a fait sa valise, a laissé la clé de notre appartement parisien sur la table et est partie. Je ne l'ai pas retenue, et apparemment, ce fut là mon grand péché. Je n'en ai pas parlé immédiatement. J'avais besoin de temps pour digérer. Mais elle a parlé. Elle est allée directement chez ma mère en pleurant, disant qu'elle ne comprenait pas ce qui avait mal tourné, que je l'avais simplement abandonnée. 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé, non pas pour me demander comment j'allais, ni même pour confirmer si nous avions vraiment rompu. Elle a seulement dit, « J'espère que tu sais à quel point tu l'as blessée, Denis. Elle mérite mieux. » Et elle a raccroché. Peu après, ma tante a envoyé un message de groupe sur WhatsApp avec les détails du dîner de Noël annuel. Même endroit, la maison de grand-mère en banlieue. À 20h pile. Je ne savais pas si j'irais. Tout semblait bizarre. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Justine était incluse dans le groupe. Mon ex, celle qui ne faisait plus partie de ma vie depuis des semaines. J'ai répondu en demandant si c'était une erreur. Mon oncle a été le premier à répondre. Elle fait toujours partie de la famille. Denis, ne rend pas les choses gênantes. Cette phrase a tourné en boucle dans ma tête pendant des heures. Comme si j'étais le problème, celui qui troublait la paix. Comme si j'étais l'ouragan que tout le monde devait éviter, alors qu'en réalité, j'étais l'homme qui avait perdu sa compagne et qui était en train d'être effacé en silence de ses propres traditions. J'ai essayé de ne pas mal interpréter, c'était peut-être un malentendu, mais ma mère m'a alors appelé, et elle n'appelle que si c'est important. Salut, mon chéri. Écoute, cette année sera un peu différente, dit-elle avec ce ton mielleux qu'elle emploie avant de lâcher quelque chose de désagréable. Nous avons décidé que le mieux serait que tu viennes au dîner seulement si tu promets de ne pas créer de tension. Nous voulons que tout soit calme pour les enfants. Calme pour les enfants. C'est là que j'ai compris. Non seulement Justine était toujours invitée, mais on lui avait littéralement donné ma place. Ma grand-mère faisait toujours des cartons nominatifs pour la table. Ma cousine Léonie m'a dit que cette année, le mien n'y était pas. Justine serait assise entre maman et la tante Aurore. C'est plus simple comme ça, m'a écrit Léonie, comme si j'étais un problème logistique, et non un fils. Cette nuit-là, je suis resté dans l'appartement, entouré de silence, et j'ai ri. Pas de rage ni de rancune. C'était un rire sourd, las. Toute l'absurdité de la situation s'est abattue sur moi. J'avais tant fait pour cette famille. J'ai payé les mensualités du prêt immobilier de mes parents quand papa est tombé malade. J'ai aidé mon oncle avec son bistrot quand il était sur le point de fermer en pleine pandémie. J'ai même signé comme garant pour le prêt auto de mon frère l'année dernière, et maintenant on me demandait de ne pas rendre les choses gênantes. Le lendemain, j'ai répondu à ma mère par un simple message. Je préfère avoir froid seul plutôt que de prétendre que ceci est une famille. Puis j'ai éteint mon téléphone. Les jours ont passé sans nouvelles. Personne ne m'a appelé. Personne ne s'est inquiété. Mais moi, j'avais des choses à régler, des liens que je pouvais dénouer, car même s'ils ne l'ont jamais vraiment compris, ma famille dépendait beaucoup de moi,
dans l'ombre. Ils aimaient se vanter d'être unis, de s'entraider, mais quand les choses se compliquaient, c'était moi qui payais les factures ou réparais les catastrophes, et j'en avais les preuves, littéralement. Je n'ai pas agi tout de suite. Je leur ai laissé du temps. J'espérais que quelqu'un ferait le premier pas, qu'on m'appellerait, qu'on montrerait un peu d'empathie. Ils ne l'ont pas fait. Mais le soir du réveillon, j'ai vu une publication Instagram de Justine avec ma mère. Elle portait des tabliers identiques, riant dans la cuisine. La légende disait, de retour là où est ma place, cœur rouge, #famille. J'ai senti un nœud dans l'estomac, mais seulement pour un instant. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis d'abord allé sur le portail du prêt auto pour lequel je m'étais porté garant pour mon frère Mathieu. Je n'ai rien annulé, je me suis simplement retiré comme caution. Cela a automatiquement déclenché une vérification de solvabilité. Je savais qu'il y avait des retards de paiement. Je les avais couverts en silence pour protéger son dossier. Ensuite, j'ai consulté le portail du prêt immobilier de mes parents. Les paiements étaient à jour uniquement parce que j'avais un virement automatique depuis mon compte professionnel. Je l'ai annulé. La prochaine mensualité était due le 5 janvier. Puis, le local de mon oncle, un petit bistrot en centre-ville que j'avais réussi à louer à mon nom pendant la pandémie pour éviter sa fermeture. J'ai contacté le gérant de l'immeuble pour l'informer que je ne renouvellerais pas le bail. Il expirait dans 3 mois. Et malgré tout, je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Le matin de Noël est passé sans appel, sans message. Juste une autre photo de Justine, entourée de ma famille à la maison pour les fêtes. Cœur rouge, disait la légende. J'ai serré les dents, mais je n'ai pas réagi. Je n'ai posté ni pic ni message passif-agressif. J'ai décidé de laisser le poids de leur décision agir de lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Le 29 décembre, la première à rompre le silence fut ma tante Aurore. Elle est apparue devant mon immeuble avec un manteau fin, tremblante, un plateau de sablé à la main, comme une offrande de paix. Je ne l'ai pas laissée entrer, mais j'ai répondu à l'interphone. « Denis, mon chéri, s'il te plaît, nous voulons juste parler, dit-elle d'une voix un peu brisée. Ton oncle m'a parlé du local. Il est très contrarié. Dis-nous ce dont tu as besoin. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai seulement observé depuis la fenêtre du 2e étage, serrant sa boîte en plastique et regardant mon immeuble comme si elle s'attendait à ce que je descende en courant. Après un moment, elle a fait demi-tour et est partie d'un pas mal assuré, comme quelqu'un qui espère encore être retenu. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert le cahier où je tenais un registre de chaque faveur, chaque prêt temporaire, chaque sauvetage silencieux que j'avais effectué au cours des 5 dernières années, et j'ai commencé à tirer des traits. Non par rancune, mais par souci de clarté. Pour la première fois depuis longtemps, je n'agissais pas sous le coup de l'émotion, mais par la décision consciente de cesser de soutenir des personnes qui ne valorisaient ma présence que lorsqu'elle leur était commode. Le 30 décembre, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. 5 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Puis un SMS. Denis, c'est Mathieu. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. Je suis chez maman. On peut se voir? Celui-là m'a fait mal. Je ne vais pas mentir, mon petit frère et moi avons toujours eu une relation étrange. Il était le favori, le charismatique, capitaine de l'équipe de foot au lycée. Quand il a été licencié l'année dernière et n'avait nulle part où aller, je n'ai pas hésité. Je l'ai aidé à se stabiliser. J'ai payé ses mensualités en retard, j'ai même pris 2 heures pour l'aider à déménager. Et maintenant, il m'écrivait comme si j'étais le problème. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, il a rappelé. Cette fois, il a laissé un message vocal. Denis, écoute, je ne savais pas ce que maman et Justine manigançaient. Ok? Je pensais que ça te convenait. Tu n'as rien dit. S'il te plaît, appelle-moi. Ils perdent la tête. Ils sont désespérés. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas dit qu'il se sentait coupable, seulement qu'ils étaient désespérés. La nuit de la Saint-Sylvestre, alors que le monde célébrait avec des feux d'artifice, des toasts et des promesses vides de Nouvel An, j'étais sur mon balcon, enveloppé dans une couverture, un verre de vin à la main, regardant la ville illuminer le ciel. Mon téléphone a vibré.
C'était ma grand-mère, celle qui, auparavant, était un terrain neutre, celle qui ne prenait jamais parti, jusqu'à cette année. Son message était bref. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Pouvons-nous parler demain? Je suis resté à regarder l'écran pendant un long moment, puis je l'ai éteint et je me suis allongé, écoutant la ville faire la fête. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais pas le besoin de réparer quoi que ce soit. Le 2 janvier, le moment est arrivé. À 7h30 du matin, ma mère est apparue sans prévenir. Elle a frappé à la porte. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté de l'autre côté, hésitant à vouloir vraiment l'affronter. Mais quelque chose en moi, peut-être la partie qui se souvenait du jour où elle m'avait serré dans ses bras quand j'ai été accepté à l'université, ou quand elle me préparait ma soupe préférée quand j'étais malade, avait besoin de l'entendre. Je lui ai ouvert. Elle avait l'air épuisée, vieillie, comme si les fêtes lui avaient coûté cher. Son maquillage avait coulé et sa voix était tremblante. « Salut, dit-elle. » Je n'ai pas bougé. Elle a hésité, serrant son sac à main comme si les mots justes y étaient cachés. Nous ne voulions pas te faire de mal. J'ai gardé le silence. Elle a fait un pas en avant. Il faut que tu comprennes. Justine faisait partie de la famille. Nous ne voulions pas la perdre elle aussi. Et c'est pour ça que vous avez décidé de me perdre, moi, ai-je répondu. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste. C'est exact, ai-je interrompu d'une voix ferme mais sereine. Tu m'as demandé de ne pas rendre la situation gênante. Tu lui as donné ma place. Tu l'as laissé prendre le contrôle de nos célébrations et tu n'as même pas appelé pour savoir si j'allais bien. Le silence s'est installé. Puis elle a dit à voix basse, je pensais que tu avais besoin d'espace. J'avais besoin de soutien, ai-je répliqué. Mais je ne savais pas que ce soutien avait des clauses cachées. Elle semblait sur le point de pleurer, mais cette fois, je n'ai pas ressenti cette culpabilité automatique qui m'envahissait toujours. J'avais passé des années à me faire tout petit pour que les autres soient à l'aise. C'était terminé. Finalement, elle a murmuré, s'il te plaît, dis-nous simplement ce que tu veux. Je l'ai regardée attentivement et j'ai compris qu'elle ne cherchait pas à arranger les choses. Elle voulait juste que tout redevienne normal pour elle. J'aurais pu exiger beaucoup de choses, des excuses, une réunion de famille, une quelconque démonstration publique de responsabilité. Mais tout cela aurait été pour eux, pas pour moi. Je n'étais pas intéressé à leur donner des leçons. Je voulais repartir à zéro. Je ne veux plus rien. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'avait pas de réponse. Il n'y avait pas de scénario, seulement la réalité d'une porte qu'elle ne pouvait plus franchir. J'ai fait un pas en arrière et j'ai fermé la porte doucement. Plus tard, j'ai reçu un courriel du propriétaire du bistrot. Mon oncle avait demandé une prolongation du contrat. Je l'ai refusé. Puis je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé tous les paiements automatiques liés au prêt immobilier de mes parents. Le dernier fil qui restait était le compte professionnel partagé, un compte que j'avais ouvert des années auparavant pour faciliter les investissements familiaux. Je ne m'en souvenais même plus, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. Et c'est là que je l'ai vu. Un retrait de fonds effectué 2 mois plus tôt, quand j'étais encore avec Justine. Une somme de 8 500 €. Le motif, préparatif d'événements. Cette même semaine, Justine avait publié des photos d'un prétendu voyage entre amis. J'ai vérifié le reçu. L'autorisation portait le nom de ma mère. Mon sang s'est glacé. J'ai fait une capture d'écran et j'ai rédigé un courriel. Bonne année. Fais-moi savoir comment tu comptes rembourser cet argent avant que j'implique une autre personne. Je l'ai envoyé. La réponse est arrivée en moins de 10 minutes. D'abord un appel. Je n'ai pas répondu. Puis un autre. Ensuite, une avalanche de messages. Ce n'est pas ce que tu penses. On peut tout expliquer. S'il te plaît, ne fais rien de précipité. Ça va détruire ta famille, Denis. C'est ça que tu veux. Et c'est là que j'ai éclaté de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais pour le culot. Comme si c'était moi qui étais sur le point de tout gâcher, comme s'il n'avait pas commencé à tout détruire petit à petit, depuis longtemps. Et maintenant que quelqu'un réalisait enfin que la maison n'avait pas de fondation, il paniquait. Je n'ai pas répondu. À la place,
j'ai imprimé le relevé bancaire, j'ai marqué la transaction et j'ai ajouté une note pour vérification. Transaction non autorisée. Procédure formelle en cours. Puis je l'ai envoyé par courriel au service de lutte contre la fraude de la banque, avec en copie le directeur de l'agence, que je connaissais depuis des années. Rien d'agressif, juste une petite poussée dans la bonne direction. Je ne mentais pas. Cet argent était à mon nom. Le compte avait été ouvert sous le nom de mon entreprise pour des raisons fiscales. Techniquement, ma mère n'y avait pas d'accès légal. Ce qui a suivi fut un silence qui ressemblait presque à un cadeau. Pas de message ni d'appel culpabilisant. Juste le calme. Jusqu'au 5 janvier. Ce jour-là, le paiement du prêt immobilier a été rejeté. Bien que le prêt soit toujours au nom de mon père, depuis 2 ans, je couvrais les mensualités depuis le compte de mon entreprise. Je le faisais en silence, sans chercher de reconnaissance. Quand il est tombé malade et que tout le monde s'est accroché à sa fierté, j'ai offert mon aide sans que personne n'ait à le demander. Je n'ai jamais demandé de remerciement. C'est donc la banque qui l'a appelé. Lui, pas moi. Mon père ne m'avait pas adressé la parole depuis que j'avais rompu avec Justine. Pas une phrase, pas même un emoji dans le groupe familial. Mais ce soir-là, le téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro. C'était le fixe de l'ancienne maison. J'ai répondu. Denis, dit-il. Sa voix était rauque. Papa, ai-je répondu. Je viens de parler à la banque, lâcha-t-il, comme si je ne le savais pas. Bien sûr, ai-je dit sans émotion. Ils veulent sûrement être payés. Qu'est-ce que tu fais, demanda-t-il d'un ton glacial, mesuré. Rien, ai-je répondu calmement. J'ai juste arrêté de prétendre que ceci est une famille. On l'entendit expirer, frustré. Alors tout ça, c'est à cause de Justine. J'ai serré la mâchoire. C'est à cause de tout. Parce que vous vous êtes habitué à prendre ce que je donnais, sans penser à rendre quoi que ce soit en retour, pas même du respect. Parce que vous avez agi comme si je n'étais utile que tant que je gardais la bouche fermée et le portefeuille ouvert. Il y eut une autre pause. Tu commets une erreur. Non, c'est toi qui l'as commise quand tu l'as choisie elle plutôt que moi. Quand tu l'as invitée à Noël et que tu m'as dit de ne pas faire de drame. Quand tu as clairement montré que la seule version de moi que tu supportais était celle qui n'exigeait rien. Il n'a rien dit de plus. Il a simplement raccroché. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel de mon cousin. Je n'ai pas répondu. Puis de ma tante, puis de mon frère. Je n'ai pas répondu non plus. Ils ne le faisaient pas parce que je leur manquais, ni parce qu'ils voulaient s'excuser. Ils me cherchaient parce que leur système était en train de s'effondrer. Le prêt immobilier n'était pas payé. Le contrat du local était sur le point d'expirer. Les comptes de l'entreprise commençaient à être signalés. Et ça, c'était avant le vrai coup dur. Le 7 janvier, le propriétaire du local où se trouvait le bistrot m'a appelé. Il s'avère que mon oncle avait tenté de renégocier une prolongation du contrat à la dernière minute, mais le gérant montrait déjà le local à d'autres intéressés. Une chaîne de boulangerie locale avait jeté son dévolu sur l'espace, et le gérant, sans le vouloir, a mentionné que le locataire actuel, moi, prévoyait de quitter les lieux en raison de certaines irrégularités financières détectées dans l'entreprise. La nouvelle est parvenue aux oreilles du principal fournisseur, puis de l'inspecteur sanitaire, qui, par hasard, était marié à la propriétaire de la nouvelle boulangerie. Le 10 janvier, des rumeurs de fraude fiscale circulaient déjà. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais je n'ai rien fait pour les arrêter. Et pourquoi l'aurais-je fait? Je les ai laissés sentir, expérimenter ce que c'est d'être traité comme un fardeau, comme une nuisance dont les autres se désintéressent. C'est au milieu de ce chaos que j'ai finalement eu des nouvelles de Justine. Elle m'a écrit un long courriel, désordonné, sans salutation ni objet, juste un mur de texte. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Ta mère m'a dit que tu étais d'accord. Elle m'a dit que nous étions toujours une famille. Je voulais juste faire partie de quelque chose. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. S'il te plaît, crois-moi. Elle n'a pas demandé pardon pour l'argent, ni pour les photos de Noël, ni pour la légende qui disait de retour à la maison pour les fêtes. Juste une supplique déguisée, une invitation masquée à revenir dans le même réseau de manipulation que d'habitude. J'ai archivé le courriel sans répondre. Ce soir-là,
j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. C'était de ma grand-mère. Son écriture, toujours si soignée, était maintenant tremblante. Denis, je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Je ne te reproche pas de t'être éloigné, mais je veux que tu saches que tu as toujours été mon préféré. Je n'ai simplement pas su comment le montrer quand tout est devenu si bruyant. Je regrette de m'être tu. Si tu ne reviens pas, je comprendrai. Cette lettre a failli me briser. J'ai senti le poids réel de ces mots, le regret, la tristesse, l'honnêteté arriver trop tard. J'ai pleuré seul, en silence, dans mon appartement. Mais je ne l'ai pas appelé. Pas encore. Il y avait encore quelque chose qu'il ne savait pas, le fonds en fiducie. Quand j'essayais encore de construire un avenir avec Justine, j'avais commencé à travailler avec mon comptable pour créer un fonds familial. L'idée était d'utiliser une partie de ce que j'avais gagné avec ma start-up pour créer un filet de sécurité pour les générations futures, des bourses pour mes cousins, des retraites pour mes parents, des aides d'urgence pour ceux qui en auraient besoin. Toute la documentation était en ordre, mais rien n'avait été finalisé. Les fonds étaient toujours les miens, et tous ceux qui m'avaient blessé étaient inscrits comme bénéficiaires. Jusqu'à maintenant. J'ai ouvert le document. Je les ai effacés un par un. À la fin, j'ai écrit un seul nom, ma filleule, la fille en bas âge de ma cousine, la seule assez petite pour ne pas être impliquée dans ce désordre. La seule que je pouvais regarder sans ressentiment. J'ai sauvegardé les modifications. Quelques minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Ma mère, encore. L'écran s'est allumé, mon cœur était calme, mes doigts immobiles. J'ai laissé la sonnerie s'éteindre. Puis j'ai éteint le téléphone. Je savais ce qui allait suivre. Je le sentais comme une pression derrière un barrage sur le point de céder. Il n'avait plus de récit à inventer, plus d'arguments. Les leviers avaient été relâchés, et le système commençait à s'effondrer. Le lendemain matin, j'ai allumé mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte du fonds en fiducie. Ce compte qui promettait autrefois une sécurité générationnelle pour une famille qui ne m'avait vu que comme un outil. J'avais déjà supprimé les noms de mes parents, de mon oncle, de mon frère, et même celui de Léonie, qui avait toujours été gentille, mais ne m'avait jamais défendu quand cela comptait vraiment. Je n'en ai gardé qu'un, celui du bébé, qui peut encore grandir en dehors de ce cycle. Les autres étaient exclus. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Je me suis habillé, non pas avec des vêtements confortables ou décontractés. J'ai mis un costume bleu marine, un de ceux que je portais pour les présentations aux investisseurs. Sauf que cette fois, je ne m'habillais pour impressionner personne. Je portais ces vêtements non par vanité, mais pour pouvoir entrer dans la maison de mes parents avec un peu de dignité. J'ai conduit les 20 minutes qui me séparaient de leur maison sans mettre de musique, écoutant seulement le bruit des pneus sur l'asphalte. De l'extérieur, la maison semblait exactement comme dans mes souvenirs. Mais à l'intérieur, tout était différent. La porte s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Ma mère était là, les yeux gonflés. Derrière elle, dans le couloir, mon père, les bras croisés, paraissant plus vieux que dans mon souvenir. « Denis » murmura ma mère. « Salut, maman. On peut parler ? C'est pour ça que je suis venu. » Elle s'est écartée et je suis entré. Le silence était dense. Nous sommes allés au salon. Le même canapé beige de toujours. Les mêmes photos de famille décolorées. Mais une en particulier n'était plus là. Le portrait encadré de Justine et moi au mariage de ma sœur avait disparu. J'ai tout de suite remarqué l'espace vide sur l'étagère. Je me suis assis. Non. Je ne sais même pas par où commencer, dit mon père. Par le début, ai-je suggéré. Par le moment où vous avez décidé de soutenir mon ex-petit ami plutôt que votre propre fils. Ma mère a tressailli. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, les jeux interrompus. Je ne suis pas venu pour tout répéter. Je suis ici pour clarifier certaines choses. C'est là qu'ils m'ont vraiment regardé. Ils ont vu l'homme qui avait enfin lâché ce poids. Je ne fais plus partie du prêt immobilier, ai-je dit. La banque est déjà informée. Si vous voulez garder cette maison, vous devrez restructurer le prêt par vous-même. Mon père a serré la mâchoire. J'ai aussi fermé les comptes professionnels partagés et retiré ma garantie du contrat du bistrot.
Si l'oncle veut garder ce local, il devra signer un nouveau bail directement avec le propriétaire, sur la base de son propre historique de crédit. La voix de ma mère s'est brisée. Denis, ce n'était pas notre intention. Je sais, ai-je répondu. Vous avez simplement supposé que je ne m'arrêterais jamais. Et concernant l'argent, ai-je ajouté, celui que vous avez retiré de mon compte, je l'ai déjà signalé à la banque. Si vous le remboursez avant la fin du mois, je retirerai le dépôt de plainte pour fraude. La bouche de ma mère s'est ouverte de surprise. Vous n'aviez pas l'autorisation, ai-je dit. Et ça, devant un tribunal, c'est un délit. Elle s'est laissée tomber sur le canapé. Mon père était toujours debout, rigide. Pourquoi fais-tu ça, demanda-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Nous sommes ta famille. Je me suis penché en avant. Non. Vous avez été ma responsabilité pendant des années. Vous vous êtes appuyé sur moi, vous m'avez utilisé. Et quand j'ai eu besoin de quelque chose, pas d'argent ni de faveur, juste d'une présence, d'un peu d'affection, vous m'avez posé des conditions. Vous m'avez demandé de ne pas être un fardeau. Elle pleurait en silence. Mon père restait immobile. Je me suis levé. Ce sera le dernier contact que nous aurons avant longtemps. Non pas parce que je vous déteste, mais parce que j'apprends enfin à m'aimer plus que je ne crains d'être seul. Personne n'a essayé de me retenir pendant que je sortais. Et pour la première fois, je ne me suis pas retourné. Des semaines ont passé, puis des mois. La plainte pour fraude a été résolue discrètement. Ils ont remboursé la totalité de la somme. Le bistrot a fermé fin février et a été remplacé par une boulangerie avec une façade au ton pastel. Je suis passé devant une fois. L'air sentait le pain frais et la cannelle. Justine a essayé de me contacter. Je lui ai répondu une seule fois. J'espère qu'elle va bien. C'est la seule à qui je laisserai quelque chose. Elle n'a plus jamais répondu. Mon oncle a essayé de me discréditer. Il m'a traité d'ingrat. Personne ne l'a cru. Son commerce était déjà condamné. Justine a déménagé dans une autre ville et s'est fiancée. Je l'ai appris par un ami commun. Ça ne m'a rien fait. Je conserve toujours la lettre que ma grand-mère m'a laissée. Je l'ai encadrée. Non pas parce qu'elle réglait tout, mais parce qu'elle me rappelait qu'au moins une voix dans ma famille avait tenté de me comprendre, même s'il était trop tard. Finalement, j'ai trouvé la paix. Pas une paix bruyante, mais cette tranquillité que l'on ressent en préparant le petit déjeuner dans son propre appartement, sans craindre la vibration du téléphone. Ce genre de paix qui se construit non par obligation, mais par choix. Et pour mon anniversaire, le premier que j'ai passé seul en plus de 10 ans, j'ai reçu une seule carte, sans expéditeur, sans nom, juste une phrase. Tu as toujours été le plus fort. Merci de t'être enfin choisi. J'ai souri. Et pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait pas d'amertume, seulement la liberté. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.